Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection logique sociale. Collection logique sociale. Série Sociologie du genre. Cette série propose des recherches qui s'appuient sur le paradigme sociologique du genre comme mode de compréhension et d'interprétation des logiques sociales. Domaine en plein développement, les recherches genrées sont aujourd'hui centrales en sciences sociales. La série cherchera à proposer des recherches théoriques et empiriques, dans l'esprit général de la collection logique sociale. Dernière parution. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, tome 3, le système de recolonisation perpétuelle 2014. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, tome 2, l'enfantement des humains ou l'accouchement existentiel d'une nouvelle existence, 2013. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, tome 1, la femmelité et le réel prosaïque de la vie des humains, 2013. Aurélie Dammam, Genre, action collective et développement. Discours et pratiques au Maroc, 2013. Sabrina Dahache, La féminisation de l'enseignement agricole, 2012. Sophie Devino, Le genre à l'école des enseignantes. Embûche de la mixité et levier de la parité, 2012. Citation. Aux femmes, aux hommes et aux autres. Je ne doute pas que vous vous reconnaissiez. We are the media, nous sommes les médias. Amanda Palmer et The Grand Theft Orchestra. Le mimétisme est un très mauvais concept, dépendant d'une logique binaire, pour des phénomènes d'une toute autre nature. Le crocodile ne reproduit pas un tronc d'arbre, le caméléon ne reproduit pas les couleurs de l'entourage. La panthère rose n'imite rien, elle ne reproduit rien, elle peint le monde à sa couleur, rose sur rose, c'est son devenir monde. Mille plateaux, Gilles Deleuze, Félix Guattari. Préface. Par Maudieu Thomas. Comment constituer des trans studies en France, me demandait Karine Espineira. Non sans un regard vers les États-Unis, depuis les premiers articles et ouvrages de Sandy Stone, Kate Borstein, Susan Stryker, Leslie Fenberg à la jeune revue Transgender Studies Quarterly, TSQ, dans laquelle elle a co-signé l'article intitulé The Pathologization avec Ame Suess et Pogrego Walters. Les conditions d'écriture, entre position d'insider et d'outsider au terrain ne facilitent guère l'établissement des trans studies en France, d'autant que jusqu'à présent, ce terrain est très largement colonisé et occupé par moult voix dont une grande partie s'est constituée depuis l'annonce de la prise en charge en France en 1979. Certaines d'entre elles tentent de se renouveler aujourd'hui dans les études de genre. D'autres émergent mais la crainte d'une nouvelle colonisation des épistémologies trans encombre les esprits. Sur le terrain des médias, le sujet-objet trans semble se résumer essentiellement à des descriptions dans lesquelles des transsexuels viennent raconter leur misère, et faire preuve de narcissisme à la télévision notamment, en revendiquant des droits indus. Parmi ces droits, le droit de changer de sexe, qui a été particulièrement commenté dans la littérature transsexualiste. Patricia Mercader va opposer à ce droit de changer de sexe, un droit au suicide que les trans devraient s'accorder. Le sujet se partage entre violence d'une époque et une tératologie dénonciatrice d'un individualisme spécifiquement trans, tandis qu'ils et elles sont invités eux-mêmes à témoigner d'un parcours hors norme centré sur le seul changement médico-chirurgical de sexe. Institué question de société, le changement de sexe devient un sujet d'étude de nombreux champs, médecine légale, psychiatrie, psychologie clinique, anthropologie, droit, etc. À telle enseigne que dans la décennie 1980-1990, le nombre d'auteurs, d'ouvrages, d'articles, de colloques et de formations sur l'objet transsexualisme dépassait très certainement le nombre de personnes trans connues des équipes hospitalières. Dans ce contexte, être la première trans universitaire identifiée en France n'est pas une sinécure. Le sujet est d'abord une focale et ses descriptions, l'objet d'un grossissement indiquant au moins deux facettes du fait trans. La peur des personnes trans et l'instrumentalisation d'une fraction ultra-minoritaire de la population élevée en héros d'une transgression controversée sur le statut de l'identité sexuelle, de l'assignation socio-juridique et du rapport occidental au corps. Comment revenir sur une question trans à ce point malmenée ?
situé en même temps comme précurseur d'un devenir social ultra-minoritaire et d'être soi dans une transgression à la fois politique et pathologique et donc nécessairement métaphysique. Actrice de l'associatif trans dans les années 1990, je recevais étudiants et étudiantes en psycho, non sans faire le constat que nous étions totalement transparents, sujet d'une thèse déjà écrite, insérée ES dans les incises d'auteurs morts depuis longtemps. Freud savait-il déjà tout de mon histoire ? Pour Lacan, la chose est entendue. Nous ne sommes que ces pauvres types allant se la faire couper. Niant la fragilité de l'individu comme résultante d'une vulnérabilisation culturelle, sociale et économique tout autant que la somme des discriminations inhérentes, l'idée d'une transgression éthique et politique occupe le sujet. On fabrique une pathologie sans malades mentaux avérés, mais non sans patients ou usagers captifs. L'enquête « Être trans en Europe », réalisée par un groupe de travail du Parlement européen, LGBTI Intergroup, et le récent rapport Transphobie rédigé par Karine Espinaira et Arnaud Alessandrin, exposent tous deux des situations de vulnérabilité généralisée à l'ensemble de la vie sociale, famille, emploi, logement, agression physique et verbale, etc., y compris dans l'accès aux soins et les rapports avec le corps médical. Pour mieux appréhender la question trans, rappelons quelques points clés. Le fait trans est un fait minoritaire de la condition humaine, présent dans toutes les sociétés et probablement toutes les époques sous la forme d'un spectre des transidentités. Le sort de cette population intéresse l'Europe, dont la récente enquête montre que 26 pays de l'Union imposent une stérilisation comme sésame d'accès à la demande de changement d'état civil. En France, par la voie de l'Académie de médecine et par la politique du Centre d'études de conservation des œufs et du sperme, CECOS, on confirme cette imposition. Elle consiste ici à empêcher les projets parentaux similaires à celui de Thomas Beattie, comme l'a expliqué récemment l'anthropologue Laurent Serrault dans des communications dans des colloques fin 2014, le 25 octobre à Toulouse, le 29 novembre à Paris. Pour mémoire, Thomas Beattie est un FTM connu pour avoir enfanté 3 fois remédiant à l'impossibilité de sa femme de porter des enfants. Régulé par une gestion traditionnaliste, le sujet trans ne pouvait qu'incarner le hors-sexe, nécessaire à l'établissement d'une clinique médico-légale. Il est simultanément un trouble dans le genre, Butler 2006, exprimant une transgression sociale et un trouble dans l'ordre social des genres, Murat 2006. La focalisation sur la notion de changement de sexe a créé des catégories dans la population transidentitaire, la réduisant le plus souvent au geste chirurgical. Dans ce contexte, faire de la recherche sur le sujet trans revient alors à faire de la résistance, explique Jacob Hale à travers ses recommandations pour les chercheurs ES non-trans travaillant sur les personnes trans, Suggested Rules for Non-Transsexuals Writing About Transsexuals, Transsexuality, Transsexualism, or trans, 1997, tout en montrant comment les chercheurs ES trans doivent lutter pour que leur propre production scientifique soit considérée à L', égale de celle de leurs collègues travaillant sur le même champ d'études. Comment faire de la recherche lorsque l'on est sans cesse exposé, tenu de faire un coming out permanent, de se voir sans cesse disqualifié dans sa recherche par le seul fait d'être trans ou être trans équivaut à exprimer cette position tierce ni du dedans, ni du dehors. Faire de la recherche consisterait à occuper préalablement la place déterminante, voire déterministe d'une objectivité scientifique. Être à la fois chercheur et sujet de la recherche implique aux yeux des détracteurs une position subjective incompatible avec la position d'objectivité. Une formule entendue à plusieurs reprises confirme cette situation. Tu es trans et cela délégitime ta recherche. La difficulté la plus importante et certainement la plus décisive est la prétention d'une expertise transsexualiste à la portée de tous, et qui autorise l'inscription du sujet trans dans l'espace confiné et ouvert à la fois d'une psychiatrie sociale. Car dans les couloirs des institutions, des administrations, des hôpitaux ou des universités on entend aussi ce langage. Travelot, coupé, castré, homo. Qui s'exprime ici avec de tels mots ? La neutralité ? L'objectivité ? Il semblerait que la théorie d'une psychopathologie propre au transsexualisme ne suffit pas à disqualifier. Il faut encore y ajouter l'humiliation et le rejet public. Plusieurs difficultés se cumulent sur cette question entièrement construite sur l'été de discrimination envers la population aux identités de genre et genre non conformes, depuis le fameux troisième sexe au XIXe siècle.
Tous les acteurs de la question trans tiennent pour acquis que cette parole et son analyse doivent être reformulées en amont par un dialogue entre le politique et le juridique, en aval, par un tête-à-tête entre l'associatif et le champ pratique de sa prise en charge. Nous en sommes loin, et cela ne se réalisera pas en l'état sans une réforme et une loi sur l'identité de genre à l'instar de l'Argentine. Non, la France n'a pas accent aigu psychiatrisé le transsexualisme et encore moins les transidentités mais a cultivé une panique du genre. Panique que nous découvrons sous ses divers aspects sous la plume de l'auteur. Émissions, films et séries noires dévoilent des existences éclairées par l'enquête policière ou psychologique, comme autant de descriptions de marginalité occultée et en errance. La télévision et le cinéma fonctionnent également sous la focale du sujet-objet du changement de sexe, non sans ce faux raccord entre travestissement et changement de genre, qu'il faudrait rabouter afin de clarifier. On devine une propension à se faire peur avec les troubles ambigus des bas-fonds de la société. Les biais narratifs censés montrer un inframonde semblent se cantonner aux cabarets transformistes et aux allées du bois de Boulogne. À cet égard, les médias nous montrent tantôt les conséquences misérables du choix présumé de la marginalité tout en vantant épisodiquement un courage d'être soi. Une condition possible d'une humanité plus fluide ou queerisée, où chacun pourrait exprimer tout son potentiel de genre. Une recherche sur les modélisations. Il s'agit d'une tentative d'exploration des médiations entre un discours rhétorique et idéologique, sa position sociale et ses fonctions. La position adoptée est que ces niveaux doivent être étudiés en prenant garde à la fois à leur spécificité et à la place qu'ils occupent dans une formation sociale structurée de façon complexe. Stuart Hall, Identité et culture. Analysant le film Laurence Anyways de Xavier Dolan, 2012, Thomas J.D. Armbrecht écrit « Ce n'est pas le sexe qui est mis au centre de l'écran, mais plutôt le regard des autres sur le sexe de Laurence. Leurs réactions à sa transformation sont présentées comme aussi perturbantes pour eux, sinon plus, que pour la personne transformée. Le spectateur peut ainsi voir comment le devenir de Laurence reflète et affecte le devenir de son entourage, sans que Dolan fixe le regard sur l'étrangeté d'un corps oscillant entre deux pôles d'une conception binaire du genre. Sur les réseaux sociaux, le film n'a pourtant pas fait l'unanimité chez les transidentités. Dans l'article Laurence Anyways, le cinéma caricature-t-il les trans? Hélène Azera, membre de la commission trans d'Act Up explique « Aucun trans ne se ramène au bureau en mini-jupe du jour au lendemain. Ça n'arrive nulle part. C'est méprisant. » Dans un autre registre, la série anglaise It Me s'inspire un commentaire similaire. Ça vous plairait vous si vous apparteniez à une minorité de voir qu'on vous dépeint en tueuse à gages? Je trouve ça monstrueux. Les avis d'Hélène Azera sont largement partagés bien qu'exprimés le plus souvent sur d'insaisissables tweets ou posts Facebook, mais les opinions exprimées ne sont pas à minimiser, tout comme l'approche post-critique du sujet car dans cette perspective, l'analyse d'une série comme It Me est des plus prometteuses. Les personnes trans se reconnaissent très rarement dans leur représentation médiatique. Nous avons formulé ce premier constat dès 1996 en écoutant les personnes durant les réunions et permanences des associations trans de l'époque. La situation décrite n'est donc pas nouvelle, elle est seulement mieux connue ou mieux partagée. Pourquoi les personnes trans du réel ne se reconnaissent-elles pas dans les figures trans présentées dans les médias? Comment expliquer la dichotomie? Nous avons choisi de travailler avec la notion de modélisation, car les figures archétypales sont les produits d'une construction aussi bien sociale que médiatique. Les diverses formes de militantisme trans que l'on peut observer désignent un pouvoir dominant. Les conflits entre personnes trans et société sont désormais médiatisés. Un conflit avec les institutions médicales, les protocoles hospitaliers de la SOFECT. 2. Conflit avec les institutions politiques et juridiques, avec le législateur dans le cadre du changement d'état civil. 3. Conflit avec les médias dans leur ensemble pour mauvais traitement, pour maltraitance. Les structures normatives sont dénoncées comme processus s'exerçant dans la quotidienneté et structurant la vie sociale. Les écrits de Stuart Hall nous éclairent. Au niveau quotidien de la compréhension, le monde du sens commun est classé, en différents stéréotypes, qui simplifient et cristallisent de différentes façons des processus sociaux complexes.
À ce niveau, ils font surface sous la forme de modèles informels, d'explications ad hoc, de proverbes, de dictons, d'habitudes, de recettes, de mythes sociaux tronqués, d'images et de scénarios. Nous engageons bien une recherche sur les modélisations. Étudier une modélisation. Lors de sa présentation à l'Université française, l'étude de la construction médiatique des transidentités a été perçue comme novatrice par le sujet abordé. Obtenir une reconnaissance au sein de l'université et une légitimation au sein des sciences de l'information et de la communication avait pour objectif avoué de proposer l'inscription de cette recherche dans les études de genre auxquelles nous souhaitons apporter des contributions. Les médias sont un terrain d'étude pour les SIC et s'interroger sur la façon dont y sont construites les identités de genre devient un objectif prioritaire, Coulon-Gully, 2012. Si la démarche peut être qualifiée d'audacieuse en tant que projet de recherche, le sujet soutenu ne peut pas se voir qualifié de marginal ou d'exotique car il s'intéresse à un univers social méconnu, où les transidentités sont en effet à la pointe de la mutation des perceptions dans les cultures contemporaines en soulignant la plasticité potentielle des identités dans les sociétés de la modernité réflexive. Maigret, 2012. Cet ouvrage relate la partie de la recherche menée à l'Institut national de l'audiovisuel de 2009 à 2012. L'étude a été complétée par une observation participante du terrain transidentitaire depuis 2008. Ce terrain ne nous était pas inconnu, comme nous l'avons expliqué et analysé dans le premier volume de ce travail. Pour mémoire, notre familiarité avec les politiques trans date de 1996 et elle nous a permis d'enrichir le propos avec des données historiques précieuses puisque non fixées pour certaines d'entre elles. La mise en regard entre deux dynamiques instituantes, Bernard, 2012, s'est traduite d'une part dans la description et l'analyse de la dynamique instituante des associations et collectifs transidentitaires, toujours communicants, engagés dans l'autosupport, la santé communautaire, la militance, la revendication et le mouvement d'égalité des droits, et d'autre part dans la description et l'analyse des processus de médiatisation. Mise en regard qui apporte une contribution à une théorisation de la circulation, comme dépassement du couple production-réception textuelle et médiatique, dépassement qui est d'actualité en SIC, Bernard, 2012. Cette étude a compté un terrain désignant prioritairement les associations, les collectifs et les personnes transsexes, transgenres ainsi que des identités autodéterminées, alternatives, fluides ou encore inconnues. Le premier volume a ainsi été consacré à un état des lieux important d'une réalité qui ne pouvait être rapportée dans son intégralité dans la présente publication s'intéressant plus précisément au travail sur le corpus INA. Mais nous ferons des rappels au cours de la présente étude. Nous rappelons aussi que le terrain est parfois considéré comme entité agissante, et l'usage est ici plus commun que scientifique. Ainsi, quand nous parlons des mouvements du terrain, nous décrivons par exemple une idée partagée par ce qui semble être le plus grand nombre de structures et personnes observables. Un communiqué interassociatif signé par l'ensemble des associations est compris comme un mouvement unitaire et décrit comme entité agissante. Nous mobiliserons en premier lieu de nombreux aspects techniques et méthodologiques. Chaque recherche nous semble produire des effets heuristiques. Nous créons des outils qui sont propres à notre travail, comme nous utilisons ceux ayant été convoqués pour traiter un déjà identifié. Les bases de l'INA sont mises à contribution de différentes manières, et nous détaillerons notre approche face à un corpus très important. Les grandes tendances de la modélisation sociale et médiaculturelle des personnes trans seront aussi partagées. Nous savons que comprendre les processus de l'évolution des représentations au regard des mutations du terrain depuis les origines de la médiatisation des trans à la télévision est l'enjeu de cette recherche. Le dispositif du genre y apparaît comme le substrat et le moteur du fonctionnement hégémonique d'un modèle, dont nous souhaitons donner les contours. L'étude des glissements sémantiques du lexique médiatique des transidentités permet de noter que le qualificatif de fait divers disparaît peu à peu au profit de celui de fait de société, qui cède lui-même progressivement la place à la notion subversive d'égalité des droits. Nous proposons de décrire ces glissements et d'analyser les liens objectifs qu'entretiennent des représentations sociales et des représentations médiatiques consubstantielles. Mettre en lumière des périodes dans l'histoire de cette médiatisation éclaire la façon dont la transidentité a été comprise en France depuis la Deuxième Guerre mondiale,
Hérault 2012. Nous avons cherché à poser de bonnes questions, en ne nous cantonnant pas à la seule analyse de la médiatisation en France. La formation d'un corpus annexe et documentaire, dont nous expliquerons la construction, a autorisé quelques extrapolations contrôlées du corpus initial. La question des descripteurs est aussi très importante et les thésaurus ne sont pas neutres, leur application au contenu encore moins. Chevalier 2012. Nous soulignons avec Michel Foucault que le problème actuellement, écrit-il en 1975, mettant en avant le rôle à venir des juges, des psychiatres ou des sociologues dans le dispositif de la prison, est dans la grande montée de ces dispositifs de normalisation et toute l'étendue des effets de pouvoir qu'ils portent à travers la mise en place d'objectivités nouvelles. La place de ces objectivités n'est pas absente de l'évolution des contenus en télévision. Sur la thématique de la transidentité, ces objectivités nouvelles sont personnifiées par le rôle d'experts attribué aux psychiatres, sexologues, psychanalystes, juges et avocats. Nous porterons ainsi notre attention sur les relations de pouvoir qui structurent individus et sociétés. Bertini 2012. Imaginaire et modélisation. Qu'y a-t-il de si choquant dans le cultural, de Cultural Studies? Pourquoi les appelle-t-on culturelles, ces études? On l'a dit, parce qu'elles font le pari que les mondes contemporains et que ceux qui les habitent peuvent faire l'objet d'une analyse dénuée de misérabilisme et de légitimisme. Hervé Glevarec, Éric Massé, Éric Maigret. Nous nous appuyons ici sur les conceptions et apports des sociologues Cornelius Castoriadis, l'imaginaire social, Éric Massé, l'imaginaire médiatique. En suivant la pensée de ces derniers et en important l'un d'eux dans le champ des sciences de l'information et de la communication, nous réexaminons les notions de culture, d'industrie culturelle, de sphère publique, de rapports sociaux et d'identité de genre et de race, de socialisation, d'hégémonie, de globalisation. On fera appel pour cela autant à la tradition sociologique qu'à l'anthropologie culturelle de la globalisation postcoloniale, à la queer theory et au dernier développement des cultural studies. Il s'est agi d'abord de repérer le fil des représentations des transidentités dans la complexité du monde social. Les représentations médiatiques, la place du genre dans la communication, les imaginaires sociaux, les imaginaires médiatiques et leur convergence, l'ordre symbolique, la dynamique des conflits entre identité alternative et identité institutionnalisée. Quant à la référence à Castoriadis, l'articulation entre imaginaire social et imaginaire médiatique suppose qu'on la suive en détail. De l'imaginaire social à l'instituant et l'institué transidentitaire. Imaginaire social désigne l'imaginaire construit par chaque groupe humain en se distinguant de tout autre. Les questions ordinaires, quoique naïves, illustrent ce processus. Comment imaginons-nous les Anglais ou les Américains? Comment eux-mêmes imaginent-ils les Français? Quant à notre sujet, comment la plupart des acteurs sociaux d'une société donnée imaginent-ils les transidentités? Et pour aller plus loin, comment le groupe des personnes cisgenres imagine-t-il les gays, les lesbiennes, les bis, les trans ou encore les intersexes? Comment les gays, les lesbiennes, les bis imaginent-ils les trans et les intersexes? De croisement en renversement, comment finalement les trans imaginent-ils la société dont ils sont issus et qui elle-même les imagine? Dans l'hypothèse globale que toute construction sociale est le fruit d'un imaginaire, la façon dont les gens se voient les uns les autres illustre un premier aspect de ces imaginaires, celui de la représentation de l'autre. Olivier Fressard estime que la conception de Castoriadis, élaborée sous le signe de l'imaginaire social comme puissance créatrice de signification sociale, permet pour sa part de mettre l'accent sur deux aspects des phénomènes socio-historiques, fort bien résumés par Perrenot dans son ouvrage consacré à M. Weber, ajoutant « Elle fait en particulier contrepoids aux conceptions sociologiques et historiques strictement rationalistes. Elle attire l'attention sur l'existence d'une couche de signification sociale implicite dans les conduites sociales, qui met à jour une structure antérieure à la rationalité ou à l'activité consciente. Dès lors, l'unité significative du monde vécu apparaît aussi importante que les connexions logiques entre les représentations. En outre, faut-il ajouter, l'intrication très étroite entre la dimension imaginaire et la dimension rationnelle, dite ensembliste identitaire, permettant de se représenter une rationalité contextuelle propre à chaque monde social. Castoriadis n'hésite pas à affirmer que, pour comprendre ce qu'a été et ce qu'est l'histoire humaine,
il est impossible de se passer de la catégorie de l'imaginaire. Aucune autre ne permet de réfléchir ces questions. Qu'est-ce qui pose la finalité, sans laquelle la fonctionnalité des institutions et des processus sociaux resterait indéterminée? Qu'est-ce qui, dans l'infinité des structures symboliques possibles, spécifie un système symbolique, établit les relations canoniques prévalentes, oriente dans une des innombrables directions possibles toutes les métaphores et les métonymies abstraitement concevables? Nous verrons que Castoriadis considère que les institutions sont l'incarnation des significations sociales imaginaires, et qu'elles ne sauraient se passer de s'autonomiser. Elles sont ce qui était toujours là au départ. Le concept d'imagination radicale, l'imaginaire premier, désigne l'imaginaire collectif qui crée des images, des idées et des concepts. L'ensemble de significations au travers desquelles le monde prend forme pour l'homme, écrit Nicolas Poirier qui ajoute: l'imagination radicale forme donc ce à partir de quoi surgissent les schèmes et les figures qui conditionnent toute représentation et toute pensée. Les oppositions structurantes de la pensée philosophique, réel fictif, sensible intelligible, rationnel irrationnel, en sont toutes dérivées. Pour l'exprimer en un vocabulaire moderne, on peut dire que l'imagination radicale forme la condition transcendantale du pensable et du représentable. Au fond, sans cette présentation première, ou plus exactement sans cette création première, il n'y aurait rien pour l'homme, aucune image ou représentation des choses. Poirier insiste sur les deux aspects que prend cet imaginaire premier. D'une part son aspect individuel ou psychique, l'imagination radicale, d'autre part son aspect collectif, l'imaginaire social instituant. Bien qu'irréductibles l'une à l'autre, ces deux faces de l'imagination sont indissociables et s'impliquent réciproquement. L'imaginaire social dans sa radicalité a le pouvoir de mettre en cause les lois, car si l'imaginaire institue le pouvoir d'un symbolisme donné, écrit Olivier Fressard, c'est également lui qui peut le mettre en cause et s'en défaire. L'imaginaire instituant transidentitaire est à l'œuvre avec des collectifs humains que forment les différentes formes et expressions de l'identité dite transsexuelle, genre, depuis le début du siècle. Cet imaginaire tente pour les uns de défaire le genre, pour les autres de conforter l'institution, l'hérité non reconnue comme telle sous la forme d'un déjà là. Dans le cas des réformistes, et en suivant sur ce point Nicolas Poirier, nous sommes bien en présence d'un imaginaire instituant, œuvre d'un groupe porteur de significations nouvelles qui vient bouleverser les formes historiques existantes. En l'occurrence, nous pensons au modèle cisgenre après le bouleversement du modèle hétérosexuel par le mouvement homosexuel. Quant à l'imaginaire institué, non pas l'œuvre créatrice elle-même mais son produit, ce serait l'ensemble des institutions qui incarnent et donnent réalité à ces significations, qu'elles soient matérielles, outils, techniques, instruments de pouvoir, ou immatérielles, langage, normes, lois. Le sujet transidentitaire serait ici autant à l'écart de l'autonomie que de la soumission. Sont en cause ou en jeu en effet les institutions des formes historiques existantes, partiellement défaites ou à défaire, la médico-légalité, la culture trans, réseau, artistes, activistes, théoriciens, habitus, etc. Un institué volontaire bouleversant à divers titres la différence des sexes et la hiérarchie des genres. Castoriadis explique que l'humanité a faim. L'humanité a eu faim de nourriture mais elle a eu aussi faim de vêtements, puis de vêtements autres que ceux de l'année passée, elle a eu faim de voitures et de télévision, elle a eu faim de pouvoir et faim de sainteté, elle a eu faim d'ascétisme et de débauche, elle a eu faim de mystique et faim de savoir rationnel, elle a eu faim d'amour et de fraternité mais aussi faim de ses propres cadavres, et maintenant il semble qu'elle commence à avoir faim de lune et de planètes. Il faut une bonne dose de crétinisme pour prétendre qu'elle s'est inventée toutes ces faims, parce qu'elle n'arrivait pas à manger et à baiser suffisamment. Les transidentités n'échappent pas à la règle. Elles ont faim de beaucoup de choses comme le reste de l'humanité. Aujourd'hui, individuellement et collectivement, elles ont faim d'autonomie, libre disposition du corps, de l'état civil, et rien ne dit que demain elles n'auront pas d'autre faim. La notion de troisième sexe, fin de reconnaissance, semble être un aménagement conceptuel pour ce qui a été longtemps considéré comme une exception médicale et psychologique. Ainsi en va-t-il encore de l'instituant transsexualisme, le collectif humain qui se reconnaît par là, même s'il s'y trouve par défaut, et de l'institué transsexuel qui, visant d'abord l'intégration au sein d'un déjà là,
tend à former une institution avec un réseau symbolique propre. Avec l'instituant transgenre, et les institués transidentité, transvariant, transqueer, etc., on vise de même l'autonomisation institutionnelle, effet de réseau qui ne peut plus être contenu en qualité d'exception. Castoriadis précise qu'on ne peut pas comprendre les institutions comme des réseaux symboliques, et il pose la question de l'autonomisation de ces derniers. Les réponses ou du moins les pistes de réflexion sont nombreuses, et il parvient à considérer l'individu comme une abstraction, le fait que le champ social historique n'est jamais saisissable comme tel mais seulement par ses effets ne prouve pas qu'il possède une moindre réalité, ce serait plutôt le contraire. Que dans le monde humain nous rencontrions quelque chose qui est la fois moins et plus qu'une substance, l'individu, le sujet, le pour soi, ne doit jamais diminuer à nos yeux la réalité du champ. L'individu transidentitaire, tout comme tout autre individu, produit du social en utilisant des signifiants dont il n'a pas la libre disposition. Pour Castoriadis, l'individu produit du privé et non pas de l'institution. La pensée de Castoriadis est foisonnante, complexe et critique. Nous isolons certaines de ces notions, lui appliquant l'invite de la toolbox foucaldienne. Qu'on ne s'y trompe pas, le philosophe s'est engagé dans une théorisation de l'autonomie sociale qui dépasse de très loin l'usage que nous nous autorisons de certains de ses apports conceptuels pour tenter de mettre à jour les processus d'institutionnalisation des rapports croisés médias-transidentité-experts via des usages et des expériences individuelles et collectifs. Dans notre étude, on verra que la télévision aborde l'institué transsexe dans la ligne du modèle hégémonique, la représentation dominante qui fait foi et loi, au détriment de l'institué transgenre, représentation encore minoritaire et subversive, auquel est accordée cependant une représentation tardive et confidentielle. On pourrait donc parler d'une modélisation plus ou moins souple, entretenant une forte adéquation avec l'ordre social et historique, ici celui du genre, en faisant place à une certaine perturbation, le trouble dans le genre et à l'ordre public, sur le plan de l'ordre symbolique. Notre corpus formé sur les bases INA correspondrait alors aux traces d'une telle histoire. De l'imaginaire médiatique à la médiatisation du fait transidentitaire. Tom, I'm not the person you have gotten to know. But at the same time I am. I'm a man in real life, but about 3 weeks ago I learned that I'm transsexual. Pavia started coming out in the real world. I became her, she became me. Coming of age in the second life. Nous nous inscrivons à la fois comme partie prenante d'une tradition, les cultural studies, mais aussi d'une récente évolution, les études transgenres en France. Reprécisons ces inscriptions. On date l'équipement de masse des téléviseurs dans les foyers des ménages occidentaux avec les 30 glorieuses et l'usage d'Internet en a, depuis, sensiblement déplacé le pouvoir de masse, particulièrement en politique. Si donc culture de masse convient toujours à la contextualisation des variables de réception, pluralité hétérogène des dispositifs, mode de consommation familiale et éclaté, complexité des rapports images-son, nous préférons l'appellation médiaculture proposée par Éric Maigret et Éric Massé. Éric Maigret pointe l'ambivalence des représentations dans le cadre d'un tournant culturel, il écrit « En bref, les CS imposent un choc constructiviste et démocratique. Elles ne prennent pas pour acquis l'ordre scientifique établi il y a un siècle, solidaire d'un ordre politique qui a poussé à la seule représentation des entités issues de la tradition puis de la modernité première, au croisement de l'État-nation et du marché, les communautés puis les classes sociales. Elles ne se réduisent de ce fait ni à une mode ni à une dérive scientifique. Les CS sont une étape vers l'élaboration d'une science de la culture au sens de Max Weber, explique Éric Maigret. L'épistémologie de Weber repose sur une approche constructiviste, compréhensive et historique de l'activité humaine faite d'actions subjectives appréhendées dans le cadre de la culture. Nous avons appelé science de la culture, les disciplines qui s'efforcent de connaître la signification culturelle des phénomènes de la vie. La signification de la structure d'un phénomène culturel et le fondement de cette signification ne se laissent tirer d'aucun système de loi, si parfait soit-il, pas plus qu'ils n'y trouvent leur justification ou leur intelligibilité, car ils présupposent le rapport des phénomènes culturels à des idées de valeur, Beziehung auf Wertheideen. Le concept de culture est un concept de valeur. La réalité empirique est culture à nos yeux parce que et tant que nous la rapportons à des idées de valeur,
Elle embrasse les éléments de la réalité et exclusivement cette sorte d'éléments qui acquièrent une signification pour nous par ce rapport aux valeurs. Avec Éric Maigret précisons, une science interprétative qui ne croit pas à la dissociation entre un monde réel et un monde interprété, ce qui ne signifie pas que le réel n'existe pas. On comprend que le tournant culturel, induit par les CS, est un élargissement épistémologique. De son côté, Éric Masset écrit « Contrairement à la tradition française de sociologie de la culture paradoxalement attachée à la seule culture légitime, en tant qu'objet légitime d'études académiques, les cultural studies et les queer studies ont mis au centre de leurs analyses la culture de masse, y compris ce qu'on désigne par pornographie, en tant que champ central de production culturelle contemporaine et de conflit de définition entre hégémonie et contre-hégémonie. Et ceci est vrai pour toutes les formes d'expression culturelle. Il ne s'agit plus d'opposer l'art à la culture de masse, ni même la culture populaire à la culture de masse, mais d'observer, au sein de chaque forme d'expression culturelle, y compris au sein même des médiacultures, l'expression des conflits de définition entre mouvements culturels et contre-mouvements culturels, entre point de vue HE accent aigu GE accent aigumonique et point de vue contre HE accent aigu GE accent aigumonique. Dans l'explosion de la communication, Philippe Breton et Serge Proulx rappellent, jusqu'en 1940, les chercheurs s'accordaient sur l'idée que la presse, le cinéma et la radio pouvaient exercer une influence majeure sur les gens, visés dans leur comportement d'électeurs ou de consommateurs. Avec la Seconde Guerre mondiale, deux courants se dessinent. Le premier apparaît davantage spéculatif et philosophique, articulé autour de réflexions sur la culture de masse et l'industrie culturelle. Le second se centre sur une étude empirique des effets de communication de masse et tend par le recours au canon de la recherche positive et la production d'enquêtes de terrain à démystifier la croyance en l'idée d'une omnipotence des médias. Éric Masset fait référence à la tendance philosophique en ces termes. Énoncée dès 1940 par les philosophes de l'école de Francfort, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, la théorie de la mystification des masses avait pour force intellectuelle d'établir un lien direct entre la logique capitaliste des médias de masse, comme industrie culturelle, et la subordination idéologique des individus au monde tel qu'il est de la consommation, du divertissement et de l'ordre social. Avec Paul Lazarsfeld s'impose l'idée du filtre. Notre attention à une information est en effet motivée pour une bonne part par la relation personnelle ou sociale que l'on entretient avec l'information. Entre enfin en jeu la diversité des individus, le degré de confiance dont bénéficie un média, les défauts de compréhension et les surinterprétations, la perception sélective et les mises en scène. Dès lors, la croyance en une influence totale est écartée. Restent les notions de société de masse et d'industrie culturelle. Breton et Proulx relèvent la critique de l'école de Francfort. La culture de masse, complice de la domination politique, participerait à une liquidation progressive de l'autonomie du sujet individuel qui, jusqu'à l'avènement de la modernité, pouvait manifester ses préférences en matière de goût esthétique. La crainte principale tenait dans l'idée que l'imaginaire révolutionnaire serait exclu d'une culture standardisée et homogénéisée, assurant la perpétuation de l'injustice sociale. Les biens produits par l'industrie culturelle le seraient en fonction d'une valeur d'échange et non d'usage au sein d'une société se massifiant. Se dessine ici la perspective bourdieusienne que nous avons abordée sous le regard de la médiologie. Éric Masset relève comme particularité française la thèse critique à contre-courant du cultural turn des gender studies, thèse dont il voit le renforcement dans l'ouvrage de Bourdieu sur la télévision. Ce dernier dénonce vigoureusement l'emprise via la domination des logiques commerciales des grandes chaînes de télévision, des catégories du marché sur l'ensemble des autres sphères de production des représentations culturelles de la réalité, scientifique, politique, artistique. Cette emprise a pour effet de réduire la complexité du monde en produits de consommation culturelle à grand spectacle. L'audimat serait le dieu caché de cet univers qui règne sur les consciences, matrice d'une mystification idéologique dont un public précarisé serait victime. Masset rappelle la formulation d'un PDG de télévision qui avait amusé tout le monde. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Quantifier et qualifier du temps de cerveau, cela peut surprendre. L'imaginaire des capitaines d'industrie culturelle joue ici à son plein.
rappelant les réalités sonnantes et trébuchantes de l'OPA de multinationales japonaises sur l'industrie du cinéma américain dans les années 1990 à 2000. TriStar repris par Sony en 1989, fusionné à la Columbia, elle-même intégrée au groupe Sony Pictures Entertainment en 2005. L'hebdomadaire Variety du 15 juin 1992 s'inquiétait, à l'instar de l'ensemble de la presse américaine décrivant un patrimoine culturel contrôlé par des investissements étrangers et l'influence croissante des investisseurs japonais sur les contenus made in Hollywood. Dérogeant à la garantie de non-interventionnisme sur les contenus, la logique de ces nouveaux administrateurs se résumait à la recette. Un bon générique, un casting d'acteurs et actrices en vue, une histoire spectaculaire, aventure, action, science-fiction et des moyens financiers importants. Pourtant, dès janvier 1991, dans un mémo devenu célèbre, Jeffrey Katzenberg, président de Walt Disney Studios, condamnait sans appel l'acquisition par Sony et Matsushita de Columbia et MCA. Faire des films, c'est transmettre des émotions, ce n'est pas un hasard si les gens de cinéma sont un groupe émotif. Au contraire, les Japonais se tiennent culturellement du côté de la retenue dans ce domaine. Suite à des échecs commerciaux successifs, les investisseurs japonais rendent alors les studios à des décisionnaires américains. À l'occasion de la fondation de DreamWorks SKG, Spielberg-Katzenberg, Geffen, en 1994, Steven Spielberg explique ses échecs par une conception erronée des investisseurs et décisionnaires japonais sur le mode de fonctionnement de l'industrie du cinéma US, et particulièrement des attentes du public américain en matière de divertissement cinématographique. Tabler sur la disponibilité d'un bout de cerveau, aussi petit soit-il, comporte certains risques. Éric Massé précise pour sa part l'affaire de l'autonomie du sujet, lecteur, auditeur, téléspectateur. Pour la théorie critique, le succès de la culture de masse s'explique par la totale identification des individus aux propos et aux représentations qu'elle véhicule. Loin d'être passifs, les lecteurs, auditeurs, spectateurs et téléspectateurs exercent une activité interprétative continue de coproduction du sens entre les textes médiatiques qui leur sont donnés à lire, et leurs propres cadres et catégories de perception et de jugement eux-mêmes inscrits dans une expérience sociale et culturelle située. Comment penser à la fois l'asymétrie des rapports entre les industries culturelles et les individus, et l'activité interprétative et critique relativement autonome d'individus situés. Il voit dans les Cultural Studies un déplacement théorique de la question de la culture de masse et des industries culturelles, rappelant le rôle joué par la pensée d'Edgar Morin dans L'Esprit du temps, qui réfutait l'idée d'une mystification d'un public, et développait une approche anthropologique de la culture de masse, montrant en quoi elle constituait dorénavant une ressource culturelle de première importance dans la formation des imaginaires individuels et collectifs. Chacun s'accorde par ailleurs à reconnaître que le public des Trente Glorieuses n'est pas le public en partie précarisé, issu des crises pétrolières, monétaires et financières actuelles, et en tout cas pas réductible à une cire molle sur laquelle s'impriment les messages, Massé citant Morin. Ce serait en effet ignorer le rôle des relations sociales qui s'expriment dans l'émission et la réception, et négliger du même coup le rapport émetteur-récepteur. C'est bel et bien au prix d'un tel déplacement théorique de la question de la culture de masse et des industries culturelles, que les Cultural Studies proposent une redéfinition de l'expérience sociale populaire comme tension entre domination et conflit, subordination et transgression. Éric Massé montre que Stuart Hall appréhende ainsi la culture comme théâtre de lutte symbolique. L'hégémonie, au sens de Gramsci, d'un ordre symbolique et sa contestation, trouverait un champ de conflit culturel au sein des médias bien que ces derniers soient sous le contrôle de l'idéologie du groupe dominant. Réception et interprétation, encodage et décodage diffèrent selon que l'on soit du côté de la norme des classes dirigeantes ou de celle, oppositionnelle, des groupes sociaux dominés. Dans une autre analyse sur Edgar Morin, pertinente pour notre sujet, Massé écrit « Le propos de Morin n'est en aucune façon de parler des formes d'interprétation et des usages réels de cette culture de masse telles que les études de réception peuvent en rendre compte, mais bien de saisir de façon compréhensive, non pas l'imaginaire des masses, mais les logiques de production, les structures de représentation et les dynamiques de transformation qui lui semblent constituer un imaginaire commun propre à une époque. Un imaginaire significatif précisément de l'esprit du temps de cette époque. En effet,
cet imaginaire commun qu'est la culture de masse n'est en aucun cas l'imaginaire de tous, mais il est l'imaginaire connu de tous. Et s'il en est ainsi, c'est parce qu'un ensemble de conditions économiques, politiques, sociales et culturelles propres à la modernité l'a rendu possible. Dès nos premiers visionnages à l'INATEC, il ne faisait aucun doute pour nous qu'un document décontextualisé ne donnerait qu'un sens trompeur à l'étude, en ignorant logique de production, structure de représentation de la période de production, dynamique sociale en action, et pour tout dire un esprit du temps. Les productions des années 1970 sont imprégnées symboliquement par la libération sexuelle, mais aussi par une télévision sous tutelle passant du noir et blanc à la couleur, parfois très audacieuse tant dans ses choix thématiques que dans ses traitements médiatiques. Ainsi l'esprit du temps se révèle-t-il sentiment hérité, quoique réalité fort peu vécue pleinement. Breton et Proulx confèrent enfin de leur côté à Morin un statut de précurseur des courants des cultural studies. Ils cherchaient, comme le feront de leur côté Hogarth, Williams et Thomson à propos de la culture ouvrière, à rendre légitime cet objet culture de masse, jugé alors trop banal et trop anecdotique par l'establishment sociologique de l'époque. Pas de médiaculture sans moyens de diffusion à grande vitesse et à grande échelle. Les autoroutes de l'information sont aussi des voies à large bande passante, où la circulation semble désormais illimitée. Les industries culturelles, de Hollywood à Cinecittà en passant par la Gaumont, et les médiacultures se métamorphosent respectivement ainsi en effets symboliques des effets techniques, de la TSF à la fibre optique, et en efficacité symbolique. Dans ce sens, nous postulons aussi que les modélisations sociales et culturelles sont elles-mêmes des produits de consommation résultant de réduction. L'action ou le processus de mise à disposition, mettre à la portée de tous, consiste pour notre champ à rendre accessibles et intelligibles les identités alternatives, comme ensemble de minorités intentionnellement construites tant par la culture majoritaire, la plus partagée, que par les subcultures. L'ensemble donne lieu à une transsexualisation globale, institutionnalisation de la représentation et de la relation. Les cultural studies autorisent l'analyse de la culture populaire ou du grand public, comme ensemble de minorités intentionnellement construites à travers des affirmations identitaires, subculturelles ou militantes. Dit et vécu comme minoritaire, revendicateur et créateur de subcultures, le groupe transidentitaire n'en demeure pas moins partie prenante de la culture populaire, donc médiaculture en quelque manière. Le néologisme proposé par Éric Maigret et Éric Massé a l'avantage de mettre à distance les connotations ambivalentes de l'expression culture de masse, qui n'est pas la culture des masses ni la culture propre au milieu populaire. Le sociologue Éric Massé estime que les médiacultures peuvent être saisies sociologiquement en tant qu'expression de rapports sociaux, dont elles sont à la fois le produit, sous leur forme objectivée, la ressource, dans le travail de l'expérience sociale, et l'enjeu, dans la réussite ou pas de leur performativité. Il note par ailleurs que sont désormais nombreux les travaux, tradition des postcolonial studies, approche anthropologique des glocalisations et des multiples modernici, qui soulignent les interactions étroites entre les imaginaires individuels et collectifs, les médiacultures et la sphère publique. Il s'agit de constituer les médiacultures contemporaines en poste d'observation des changements, des conflits et des hégémonies qui marquent les tensions collectives et subjectives liées à l'entrée dans les incertitudes de la seconde modernité et les acculturations des glocalisations. Rappelons que le mot de glocalisation combine global et local, tendance et réalité. Pour Roland Robertson, sociologue et théoricien de la globalisation, le concept vise une réalité multidimensionnelle. La glocalisation rend compte d'une globalisation qui s'adapte au local, qui n'est pas une réduction ou une minorisation, sans trahir les multiples complexités de la modernité. La cause des énergies renouvelables, la politique du commerce équitable illustre cette glocalisation. Le sociologue Blaise Galland définit par là un double processus, par lequel la ville se décharge de sa fonction de production, d'échange et de traitement de l'information en la déplaçant dans le cyberespace, tout en développant conséquemment de nouvelles formes d'organisation socio-spatiale au niveau local. L'exemple nous rappelle, quant à notre étude, qu'une très grande partie des activités de support transidentitaire, écoute, conseil, entretien, échange d'informations, etc., a été déplacée elle aussi dans le cyberespace et qu'en ville, de nouvelles formes d'organisation se sont développées au niveau local,
Exit le local associatif ou les permanences téléphoniques, au profit de rencontres dans l'espace public. STS, on l'a vu, fut le premier collectif à s'être engagé sur cette voie. Avec la transidentité et le rapport social et imaginaire à l'identité de genre, ce sont aussi les frontières des espaces publics et privés qui se brouillent. Éric Massé. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources politiques, économiques et symboliques pour faire valoir son point de vue ou pour disqualifier celui de ses adversaires. Tout le monde ne bénéficie pas non plus des mêmes moyens de créer, de mettre en place ou de mobiliser tel réseau pour une efficacité symbolique optimale. Un collectif humain subalterne, démuni, maigre ou déclaré minoritaire ne génère code, langage, représentation qu'en se référant à la majorité hégémonique, ou celle comptant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.